Bonsoir Ange-Dan Calderon, merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes le cousin d'Ofer Calderon qui doit être libéré demain, qui fait partie des 3 otages du Hamas qui doivent être libérés demain à Gaza. 3 otages, donc 3 hommes. Cette fois-ci, c'est notre compatriote. Un de nos compatriotes, puisqu'il reste encore un de nos compatriotes qui est aux mains du Hamas. Merci d'être avec nous en direct. Je voulais savoir ce soir si vous avez peut-être des indications, Ange-Dan Calderon, sur les conditions de libération de votre cousin demain. Non, nous n'avons pas de détails, comme j'allais dire malheureusement comme d'habitude. Nous attendons de savoir si cela va se faire une fois de plus dans une mise en scène dont le Hamas a le secret. Donc nous restons d'un optimisme très prudent et d'une joie très mesurée. Nous attendons. Oui, vous attendez. Peut-être vous attendez de voir aussi dans quelles circonstances votre cousin va être libéré. Je parle de ces mises en scène oui, tout à fait. du Hamas. Benjamin Netanyahou a d'ailleurs tapé du poing sur la table à propos de ces mises en scène. Ça aussi, vous le redoutez, Ange-Dan Calderon ? Écoutez, à la fois je le redoute, bien entendu. On a vu cette scène et j'engage les gens à regarder en fait ces mises en scène parce que je pense qu'elles sont d'une certaine façon très intéressantes pour montrer au monde, pour montrer que les gens comprennent qu'est-ce qu'est le Hamas. Il suffit de regarder, de comparer les images entre la place des otages à Tel Aviv et les images produites par le Hamas qui délivrent des jeunes filles apeurées au milieu de terroristes cagoulés avec un bandeau islamiste sur le front, entouré d'une foule hystérique qui crie au lynchage. C'est de la mise en scène, c'est de la terreur psychologique. Ange-Dan Calderon, peut-être, non ? mais c'est aussi pour qu'elle puisse se faire, ça dénote aussi d'un état d'esprit, d'une politique, d'une volonté de montrer cela. Et moi, c'est un des messages que je donne, c'est il faut que les gens regardent ça et en tirent leurs conclusions eux-mêmes. Il faut que les gens regardent ça. Alors, est-ce que demain, bien sûr, pour les otages qui sont libérés eux-mêmes, c'est terrible. D'ailleurs, moi, j'emploie pas le terme de libérer. Et depuis le début, pour les gens qui sortent de cet enfer, j'utilise et je dis aux gens d'utiliser le terme de rescapé. De rescapé pour faire référence aux rescapés de la Shoah, parce que il s'agit un petit peu de la même chose. Et donc, plutôt que libérer, moi, j'aimerais qu'on dise des rescapés. Voilà. Des rescapés, Ange-Dan Calderon, cousin d'Ofer Calderon, demain, des rescapés de l'enfer, plus de 500 jours, donc aux mains du Hamas. Vous n'avez aucune indication sur son état de santé ? Écoutez, a priori, sur ce point, d'après les renseignements que nous avons actuellement, et c'est ça qui est terrible, c'est une source d'inquiétude pour nous, car en même temps, nous savons qu'il il libère les gens en bonne santé. Et notre inquiétude est au plus haut concernant malheureusement les autres. C'est ça qui est terrible, c'est que c'est une joie teintée de tristesse. Comment expliquer cela ? Une image qu'on pourrait prendre aux lumières de l'actualité récente, c'est comme si vous aviez 2 enfants dans un autobus qui se renversent et on vous dit que presque tout le monde est décédé, dont un de vos enfants, mais que l'autre est vivant. Voilà, c'est ce sentiment-là. C'est-à-dire, on vous dit en même temps, vous en avez perdu un et il y en a un de sauvé. Nous sommes dans cet état d'esprit, car les familles d'otages ne forment plus qu'une seule et même famille, une seule grande famille. Et quand nous pensons à la famille Bibas, nous ne pouvons pas nous réjouir pleinement de la libération de Ofer. C'est ça qui est terrible. Mais oui, parce que je comprends très bien ce que vous dites, Ange-Dan Calderon. Effectivement, c'est le père de Kfir et Ariel sera libéré demain. On n'a pas de nouvelles ni de sa femme ni de ses 2 enfants. Ange-Dan Calderon, si vous le permettez, on vous rappellera demain sur Europe 1. On va suivre évidemment, s'il vous plaît, la libération de votre cousin, de Monsieur Bibas également, et de l'autre otage. Et on vous rappelle demain, on va suivre ça et on verra les conditions dans lesquelles effectivement les conditions de libération de votre cousin. Merci infiniment d'avoir été avec nous en direct ce soir sur Europe 1. Il est 20h52. Je suis toujours avec Georges Fenech et avec Philippe Guibert. Je voudrais que
vous faire réagir à cette information, parce que les premiers otages qui sont sortis, évidemment, ont été auditionnés et ils parlent. Émilie Damari, otage britannico-israélienne, a révélé au Premier ministre britannique qu'elle a été détenue dans des installations de l'ONU. Des installations de l'ONU, dont celle de l'UNRWA, et qu'on lui a refusé l'accès aux soins médicaux. Selon Sky News, elle n'aurait reçu qu'une seule solution à base d'iode inadaptée au traitement de sa blessure. Pardon, mais c'est choquant. Oui, bien sûr, mais la réalité crue de Gaza est que les institutions qui étaient installées étaient sous le contrôle du Hamas. Non, mais vous vous rendez compte ? Et que le Hamas... L'ONU. Mais bien sûr. Mais quelle valeur a l'ONU aujourd'hui ? Non ? Non, mais il faut être effectivement prudent. C'est pas les installations sont, elle nous le dit, celle de l'ONU, mais est-ce que le Hamas s'était pas emparé ? Parce que si effectivement c'est avec la complicité entre guillemets, Georges, ou la bienveillance le Hamas de l'ONU, s'empare de l'ONU, on l'aurait su, pardon, mais il y a un problème quand même. Et la question aussi de la manière dont on travaille la Croix-Rouge, je crois qu'il va falloir, une fois que ces otages, nous l'espérons tous, sont entièrement et tous libérés, qu'il y ait des enquêtes qui soient faites par ces institutions. Mais vous n'êtes pas choqué, Philippe Guibert ? Elle a été retenue dans des installations de l'ONU. Mais bien sûr, évidemment. Mais l'UNRWA, ça ne disqualifie pas tout le personnel de l'UNRWA, ça ne disqualifie pas... Nous avons versé des milliers et des milliers d'euros l'utilité de l'UNRWA, mais la réalité, c'est que l'UNRWA était en partie sous le contrôle du Hamas, et qu'on sait qu'il y a eu des complicités. C'est ça, Philippe Guibert ? Mais on le finance parce que, par ailleurs, il y avait besoin d'une aide humanitaire dans le territoire de Gaza. Mais ce qui n'excuse rien, mais c'est la réalité aussi. Donc, en fait, Gaza était vraiment sous le contrôle du Hamas. C'est que vous ne pouviez pas travailler à Gaza sans être dans une collaboration, pardon du mot, avec le Hamas. C'est ça la réalité. Vous disiez la vérité, qu'on comprenne. C'est comme ça que je comprends ça. Moi, je trouve ça très inquiétant. Si cette information est confirmée, effectivement, mais apparemment... C'est l'otage qui parle. Je ne sais pas comment on aurait pu inventer ça. Dans quelles conditions ils ont occupé ces bâtiments et ces installations de l'ONU, il va bien falloir qu'on... Non, mais il y a un problème quand même. On ne peut pas accepter cela, c'est pas possible. On est d'accord, ça jette quand même un trouble. Que l'ONU donne au minimum des explications. Mais on va demander des explications à l'ONU, vous pensez ? Ah bah je pense que oui. Mais qui a le pouvoir de demander des explications à l'ONU ? Tous les États ont des pouvoirs. Les grandes instances internationales ont pris déjà des décisions. Je pense notamment au mandat d'arrêt qui vise Netanyahou, qui, moi, personnellement, m'a beaucoup choqué. Vous voyez, donc la Cour pénale internationale. Il y aurait beaucoup à dire sur l'attitude des institutions internationales dans ce conflit en Palestine. Oui, en plus la CPI s'était largement substituée à la justice israélienne dans un pays où la justice... Où il y a une justice qui fonctionne. Qui est indépendante et qui fonctionne, et qui d'ailleurs a M. Netanyahou dans le viseur. Bien sûr. Donc effectivement, du point de vue de la CPI, c'était outrepasser sa charte. En tout cas, ça va quand même demander... des éclaircissements. Pour le moins, oui. Parce que s'il y a d'autres otages qui parlent, enfin quand même, là, on parle de nos voisins britanniques, là. Mais je ne peux pas imaginer une seconde que des fonctionnaires ou des gens mandatés par l'ONU aient pu être geôliers. Parce que alors là, ce serait vraiment la fin de tout. Alors écoutez, voilà. C'est la fin de l'ONU. Non, mais attendez. C'est la fin de l'ONU. Je crains, encore une fois, j'essaye d'être nuancé. Mais je suis d'accord avec Georges Fenech, c'est la fin de l'ONU, c'est pas possible. C'est pas possible. On va en parler demain, messieurs. On va en parler demain. Oui, mais non, malheureusement, cher Philippe Guibert, j'aurais voulu continuer, on me demande de m'arrêter. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il est 20h56. Alors arrêtons-nous. Il y a tout de suite les enfants d'Europe 1.